Je vais désormais présenter différents outils qui vont nous permettre donc d'évaluer la fonction des comportements. Donc c'est des outils plus ou moins faciles à mettre en œuvre. Hein. On va voir qu'ils se classent sur un continuum de facilité de mise en œuvre, mais aussi de la richesse et de la précision de l'information qu'on peut récolter. Pour certains comportements, en fait, c'est assez évident à la fonction. Par contre, pour d'autres comportements, ça peut être bien plus difficile à cerner, on va dire, à l'œil nu, sans plus d'outils. Et donc, c'est dans ce cas-là que les évaluations fonctionnelles deviennent utiles. Donc, il y a trois types principaux, on va dire, d'évaluation fonctionnelle. Alors, il y a ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle ou l'analyse fonctionnelle expérimentale. Donc ça, c'est, on va dire, l'outil le plus précis, le plus poussé aussi. Et je ne vais pas le décrire précisément ici, je vais quand même expliquer le principe, pour la simple raison en fait qu'il nécessite donc l'intervention d'analyste du comportement et que c'est pas le type d'outil qui peut être mis en place par à peu près n'importe qui. Donc le principe de l'analyse fonctionnelle, c'est qu'on va créer on a un peu une idée de pourquoi l'enfant aimait le comportement, mais bon, on n'est pas sûr, on a peut-être déjà essayé de mettre en place des interventions et on n'arrive pas vraiment à régler le problème. Donc on veut pousser un peu plus loin la recherche des causes et donc on va créer des situations dans lesquelles on va mettre l'enfant et pour voir si j'arrive à produire des situations où je déclenche les troubles et des situations où je ne les déclenche pas, ou alors des situations où je les déclenche et je les maintiens ou je les maintiens pas. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça expérimental, parce qu'en fait, on le fait selon un plan, condition A, B, ça veut dire A, c'est ma condition contrôle, B, ma condition test, je reviens en condition contrôle, puis condition test, etc. Et le but, c'est en condition contrôle, eh ben, normalement, tout va bien. En condition test, j'ai l'apparition des troubles. En condition contrôle, tout va bien, etc. Donc, le but, c'est déjà de voir si je peux trouver une manière de déclencher le trouble du comportement. Ça veut dire que si j'arrive à le déclencher, j'ai déjà une idée au niveau de mon environnement, ce que je peux modifier, sur quelle ficelle je peux tirer, en gros, pour le voir apparaître. Ça ne veut pas dire qu'on aura tout de suite la bonne solution pour trouver ce qui le maintient, mais en tout cas, on peut comme ça affiner l'idée. Après, voilà, on a réussi à faire une situation, ça se déclenche pas, ça se déclenche. On peut faire une deuxième série de conditions où on va affiner des paramètres. Et puis, peu à peu, on va cheminer. Comme ça, on va répéter peut-être plusieurs fois si nécessaire nos conditions expérimentales. On va cheminer pour finalement trouver là où les variables combinées qui déclenchent ou qui maintiennent le comportement problème. Donc voilà, ça c'est la démarche la plus poussée. En général, on y a recours quand les évaluations fonctionnelles plus simples ne donnent pas de résultat ou la fonction n'est pas évidente. Donc, au-delà de cette analyse fonctionnelle, on a des évaluations fonctionnelles soit descriptives, c'est le deuxième niveau, on va dire, de précision. Et après, on a les évaluations fonctionnelles indirectes. Et donc là, c'est la moins bonne précision, on va dire, tout simplement parce qu'elle repose sur pas sur des faits directement observables, mais sur le discours de personnes qui ont pu voir apparaître les troubles. Mais on verra que chacune de ces types d'évaluations fonctionnelles peuvent se combiner. On peut d'abord en faire passer une qui donne des informations pour orienter des observations, etc. Donc on va voir en fonction des évaluations quel type d'informations elles peuvent apporter et comment elles peuvent orienter la suite d'une évaluation. Alors, les évaluations descriptives. Donc, dans une évaluation descriptive, on fait une observation directe du comportement des filles. Donc, on ne provoque pas la situation comme on le fait en analyse fonctionnelle, mais on va venir observer l'enfant dans son déroulé d'activité ordinaire et puis observer donc l'apparition des troubles du comportement. Et on va prendre des données en fait. Donc, trois types différents. Donc, les enregistrements ABC continus, les enregistrements ABC narratifs et les scatterplots ou nuages de points. Donc je vais présenter les trois types. Alors les ABC continus. Donc ABC,
bien sûr, correspond à ce ABC-là, c'est-à-dire recherche d'antécédents, description du comportement, description des conséquences, dans le but de comprendre ce qui déclenche et ce qui maintient. Donc on peut avoir des ABC continus. En fait, en général, on peut aussi appeler ça des cartes ABC. Ce sont des évaluations pré-remplies où on a des suggestions différentes d'antécédents, de comportements, enfin de conséquences. Et du coup, juste on coche en fait ce qui se rapproche le plus, enfin ce qui est normalement le comportement, la situation qui se présente. Donc ça, c'est un ABC assez complet, celui qui est présenté sur le diapositive, parce qu'on a les antécédents à plus long terme, ou ce qu'on a déjà décrit comme étant les événements écologiques. Donc c'est-à-dire, est-ce que l'enfant il présente en ce moment des allergies? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il a des problèmes de sommeil? Et cette nuit particulièrement, il a mal dormi? Est-ce qu'il a eu une soirée ou une matinée, ou enfin une période de la journée précédant la survenue des troubles qui a été perturbée? Est-ce qu'il a dû... est-ce que son système de communication n'était pas disponible, si c'est un système de communication outillé, on va dire, etc. Ou alors, il n'y a rien de particulier. Hein. Ça peut être aussi, on coche RAS, il n'y avait rien de particulier. L'antécédent immédiat, donc la case « l'événement survient parce que », donc c'est notre antécédent immédiat. On vient de dire que c'est terminé, ou qu'il ne peut pas avoir quelque chose. Où on vient de poser une consigne, soit dans un contexte structuré, soit dans un contexte libre. On vient de corriger une erreur que l'enfant a fait. On vient de lui demander de tolérer une transition, etc. Donc voilà, ça peut être différentes causes. En fait, ça va nous guider à essayer d'observer une de ces causes particulières qui aurait pu déclencher. Donc ensuite, la durée de l'événement, forcément, ça, que ce soit descriptif ou narratif, on la met à chaque fois. Le comportement problème, est-ce que l'enfant agrippe, frappe, gifle, tire les cheveux? SIB, c'est Self-Injurious Behavior, donc comportement d'automutilation. SIB, est-ce qu'il se frappe la tête? Est-ce qu'il a un autre comportement agressif? Est-ce qu'il part en courant? Il jette? Il donne un coup de tête à quelqu'un? Il met un coup dans un objet, etc. Donc pareil, on coche la case. Si ça ne correspond pas, on met autre, on précise. Et puis au niveau des conséquences, il y a aussi une série de suggestions. Par exemple, est-ce qu'on a dû faire une extinction? On définira dans les conséquences ce qu'est l'extinction. Est-ce qu'on a poursuivi jusqu'au bout notre consigne, par exemple? Est-ce qu'on a supprimé notre consigne? Est-ce qu'on a bloqué un comportement? Est-ce qu'on a redirigé? Est-ce qu'on a donné accès à un autre renforçateur? Voilà, il y a plusieurs suggestions. Donc pareil, on coche ce qui correspond ou alors autre et on précise. Donc ce qui est pratique avec ce type d'évaluation fonctionnelle, c'est que dans l'action, parce que là c'est quand même une observation en environnement naturel, on n'est pas en train de provoquer des situations, donc ça se déroule, c'est que ça va très vite à cocher. On n'a pas besoin de tout décrire, le déroulé. Et puis, il y a quand même les hypothèses qui sont guidées, parce que ça, c'est aussi bien les antécédents que les conséquences. On voit que c'est des choses qui peuvent déclencher des troubles du comportement de manière fréquente. Et au niveau des conséquences, si on a une bonne lecture, on voit bien que ça correspond aux fonctions qu'on a vues précédemment. Donc, par exemple, est-ce que je suis allée au bout de l'instruction ou est-ce que je l'ai lâchée? C'est un problème lié à de l'échappement. Ça veut dire, est-ce que j'ai permis à la personne d'échapper ou est-ce que je ne lui ai pas permis d'échapper? Donc, ça fait bien référence aux fonctions du comportement. Donc, on a déjà des hypothèses, voilà. Ensuite, les enregistrements ABC narratifs. Donc, quelque part, c'est le même principe que l'ABC continu, sauf que on n'a pas de case pré-remplie, prête à cocher. C'est à nous de faire le descriptif de ce qui s'est passé. Donc en général, pareil, on va mettre la date, avec qui ça s'est déroulé, la durée, donc ça ne change pas. Par contre, en antécédent, nous-mêmes, on va décrire. Voilà, j'avais posé cette consigne, ou alors j'ai demandé à l'enfant de changer de pièce, ou on va décrire en fait ce qui s'est passé juste avant le comportement. On peut choisir ou pas de parler d'antécédent à plus long terme, mais en général, on parle de l'antécédent immédiat.
On va décrire le comportement, donc pareil, c'est pas une liste de suggestions, mais nous-mêmes on décrit ce qui s'est passé. Et puis on va décrire comment on y a réagi, donc la conséquence qu'on a apportée, dans la même idée que ce qui a été fait dans l'ABC descriptif. L'ABC narratif, il a aussi pour avantage quand on a une chaîne de comportements problèmes, c'est que par exemple je peux décrire antécédent, j'ai arrêté une activité, je le fais vite, hein, c'est pas très précis, mais j'ai arrêté une activité, comportement, l'enfant s'est mis par terre, conséquence, je lui ai demandé de se lever, j'ai donné des aides physiques, puis cette conséquence peut elle-même devenir l'antécédent d'un nouveau trouble du comportement. Donc voilà, j'ai donné mes aides physiques pour qu'il se lève, il m'a agrippé la veste, j'ai bloqué le comportement, etc. Donc parfois, quand on a un peu une réaction en chaîne, les ABC narratifs, on a la liberté de le décrire plus que dans les cartes ABC. Par contre, il peut aussi avoir une part plus subjective si les personnes, elles sont pas, on va dire, bien formées à la description objective et puis à la formulation d'hypothèses, voilà, qui n'inclut pas d'intention, comme on l'avait dit. C'est peut-être un outil qui va être moins porteur d'informations objectives. Voilà. Et ça peut être par contre un bon outil en vue de mettre en place un ABC continu. Ça veut dire qu'en fonction de tout ce que les personnes ont décrit sur une période de temps, eh ben, on peut déjà voir les comportements problématiques, c'est en général les agrippements, les mises au sol, et puis les frappes. Ça va être ces trois-là qui vont se retrouver à chaque fois. Ça va pas être une multitude de comportements. Donc on peut après créer une carte ABC avec ces 3 cases. On peut laisser une case autre, forcément, s'il y a des nouveaux comportements qui apparaissent. Et ça nous permet, pareil pour les antécédents, en général, si c'était une interruption d'activité ou si c'est un matériel préféré qui n'est pas accessible. Si on voit que globalement, c'est ça qui déclenche les troubles, et ben, on va aller dans une carte ABC, on va mettre ça en case à cocher possible. Et puis, ça peut être donc un outil qui nous permet, après, de préparer un ABC descriptif rapide à remplir. Ensuite, donc, après les ABC narratifs et descriptifs, on a les nuages de dispersion ou scatterplots. Donc, ils peuvent se présenter de différentes manières. Là, c'est une présentation donc, par tranche d'une demi-heure. Et en général, l'idée, c'est de pouvoir colorier des plages horaires où un comportement défi s'est produit. Donc, bien sûr, il faut en amont cibler le comportement, donc il faut bien donner la description objective comme on l'avait expliqué, donc ce que c'est précisément, ce que ça n'est pas aussi. Et puis après, donc, si dans l'intervalle le comportement il est apparu, on colorie la case. Ça va nous permettre de voir des plages horaires, enfin oui, c'est ça, des intervalles pendant lesquels les comportements peuvent se produire. Et si on voit justement une redondance l'apparition de ces comportements aux mêmes horaires, et ben ça va nous permettre de peut-être se dire bon bah moi je vais venir cibler mes observations sur cette plage horaire là, ou de faire des hypothèses, se dire ah bah tiens on dirait que ça se produit souvent de 9 à 10 et puis de 13 à 14. Alors qu'est-ce qui se passe sur ces plages horaires là? Est-ce que tous les jours on a un type d'activité qui est présenté? Ou par exemple tous les jours ça peut être à l'école le temps de regroupement suivi du temps de comptine. Et peut-être que voilà, c'est pendant ces temps-là qu'il y a plus de troubles du comportement et je vais déjà avoir des hypothèses. Alors est-ce que j'ai plus de troubles du comportement parce que c'est en groupe, il y a beaucoup de stimuli, l'attention elle distribuée de manière aléatoire et donc l'enfant s'y retrouve pas en fait sur comment obtenir de l'attention, ou il ne s'y retrouve pas sur ce qui est attendu de lui, etc. Enfin, on peut déjà peut-être mener des hypothèses en vue après de faire pourquoi pas une analyse fonctionnelle, ou en tout cas de cibler les observations. Donc ça, ce sont 2 autres présentations donc, du nuage de dispersion. Donc on voit sur la première grille, on a les horaires, donc 9h, 10h, 11h, midi, etc. Donc c'est une grille qui, comme précédemment, elle est divisée par tranche de demi-heure. Et puis on a, donc sur l'axe des abscisses, on va dire, les jours, donc à chaque
à chaque trait vertical correspond un jour. Et donc là, on va mettre, pareil, on va pouvoir colorer ces petites cases et voir apparaître, comme sur le tableau précédent, mais sur une période plus longue, des occurrences de comportement. Et puis enfin, on a tout simplement les sans quadrillage, l'apparition des comportements. Alors on peut aussi cibler 2 comportements différents pour lesquels on va avoir une couleur ou un symbole différent, ce qui est le cas du deuxième schéma, puisqu'on a des ronds noirs et des carrés blancs, où a priori on cible 2 types de comportements différents et on voit à quel moment ils se passent. Donc là, on voit bien qu'ils sont regroupés sur les jours qui ne sont pas les week-ends, et puis qui sont regroupés autour de l'heure du midi, ce qui peut permettre de cibler les observations. Parce qu'effectivement, quand on met en place les ABC, si on doit faire des ABC tout au long de la journée, déjà un ABC narratif, quand on décrit ce qu'on a observé, ce qui est censé avoir déclenché, peut-être la conséquence qu'on y a apportée, ça prend du temps en fait, ça coupe l'intervention. Donc si les comportements ils ont une certaine fréquence, l'intervenant qui interagit avec la personne, elle ne va pas pouvoir faire ça parce que si elle doit gérer le trouble du comportement et mener sa séance et l'écrire, ça va vraiment peut-être même déclencher d'autres troubles parce qu'elle ne sera pas disponible pour son intervention. En revanche, ça peut permettre au psychologue qui est référent sur l'équipe de passer spécifiquement pour faire les relevés d'observation pendant que l'intervenant peut mener sa séance de manière fluide. Donc les nuages de dispersion, les avantages, et même, ça peut permettre de déterminer quand une évaluation ABC peut être utile. Et les limites, c'est que ça n'informe pas sur la fréquence, puisqu'on coche, sur une demi-heure, le comportement peut s'être produit 30 fois comme une fois, on va quand même colorer la case. Et du coup, il est aussi peu précis, puisqu'il n'informe pas sur des hypothèses d'antécédents ni de conséquences. C'est un outil en amont, on va dire.